Son but était de donner un statut légal à l'organisme qui assurait la pérennité de l'ordonnance du roi Louis XVIII du 21 janvier 1815, fondant les messes perpétuelles du 21 janvier et du 16 octobre, après qu'il ait fait transporter en grande pompe à la basilique de Saint-Denis les corps du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, qui lors de la Révolution avaient été enterrés au cimetière de la Madeleine, où il fit construire par la suite la chapelle expiatoire. L'action du mémorial était de tenter d'obtenir les crédits nécessaires à l'entretien et à la restauration de ce monument absolument unique, lieu de l'origine de la civilisation française avec le martyre de Saint-Denis, et donc de la civilisation européenne, car il ne faut pas oublier qu'à la suite du baptême de Clovis à Reims, l'État franc, avec justement cette nouveauté qui était l'union du trône et de l'autel, était le premier État constitué depuis la chute de l'Empire romain. Depuis, le mémorial assure, en plus des messes prescrites par Louis XVIII, de nombreuses commémorations et d'actions se rapportant au souvenir des traditions royales. Il a, entre autres choses, fait réaliser par des orfèvres parisiens une nouvelle châsse pour les reliques de Saint-Louis qui étaient conservées dans un réceptacle de fortune. Cette nouvelle châsse a été portée solennellement dans la basilique par les 4 majors des grandes écoles, Saint-Cyr, Polytechnique, Naval et l'École de l'Air, en présence de toutes les couronnes européennes, et le chef de l'État n'a pu y assister uniquement parce que ce jour-là, il recevait le maréchal Tito. Je reçois à mon bureau un appel téléphonique de Michel Guy, qui était secrétaire d'État à la Culture à cette époque, et qui m'invitait à dîner au ministère pour la semaine suivante avec plusieurs personnalités pour parler d'un problème qui semblait beaucoup l'irriter. Le soir fixé, j'ai retrouvé dans son salon l'ambassadeur Brouillet, Michel Fleury, directeur des antiquaires historiques de la région parisienne, Emmanuel de Margerie, responsable au Louvre de choses considérables, et 2 dames âgées auxquelles je fus présenté. C'étaient 2 des princesses Massimo, arrière-petite-fille de Louise Marie-Thérèse, qui était la sœur du comte de Chambord et la duchesse de Parme. Ces 2 princesses avaient hérité du château de Frosdorf en Autriche. Le château a été terriblement bombardé en 1944 et les pauvres princesses se sont enfuies en emportant ce qu'elles jugeaient de plus précieux, et en particulier dans la chapelle du château une urne de cristal qui contenait ce qu'elle était convaincue être le cœur de Louis XVII. Sans héritier direct à cette époque, elles étaient très préoccupées par le devenir de ce cœur auquel elles attachaient une très grande importance, et elles voulaient obtenir du gouvernement français qu'il puisse être placé dans la nécropole royale. À l'époque, le mystère Louis XVII est absolument entier. Monsieur Michel Guy, qui était un homme sérieux, nous a dit avoir largement étudié la question, pris connaissance de plus de 10 ouvrages sur l'affaire, depuis les sollicitations des princesses, et avoir trouvé que tous ces ouvrages étaient contradictoires et que rien ne pouvait être trouvé de probant concernant l'existence d'un éventuel cœur de Louis XVII, et étant donné qu'il avait une carrière politique à conduire, il était hors de question qu'il prenne une responsabilité dans ce domaine. Alors que faire? Impossible de laisser cette urne partir à la dérive. Les princesses insistent beaucoup, et à ce moment-là, Michel Guy me demande si, en tant que président du Mémorial de France à Saint-Denis, je puis, à titre personnel,
accepté ce relief de l'histoire à l'origine incertaine et l'abriter dans une crypte de Saint-Denis où se trouvent déjà tellement de souvenirs de toutes les origines. Après discussion, l'accord se fait sur cette possibilité. J'ai donc pris rendez-vous le lendemain avec les princesses qui apportaient le chœur à la basilique de Saint-Denis. Il est accueilli par un vieux chanoine de nos amis et béni en présence de Michel Fleury, directeur des antiquités historiques de la région parisienne, et du maire adjoint de la mairie de Saint-Denis en tant qu'officier d'état civil. Donc de cette façon, tout est irrégulier sur le plan administratif. Le chœur, enfin, a été placé dans une crypte confidentielle, non accessible au public, et que j'ai fait étiqueter sous l'appellation « Enfant mort à la prison du Temple » le 8 juin 1795. Je me disais que grâce aux nouvelles techniques de l'ADN, on pourrait peut-être, en l'analysant, prouver que ce chœur appartenait bien à la famille de Marie-Antoinette et donc c'était bien Louis XVII qui était mort au Temple. Donc à ce moment-là, j'ai pris contact avec monsieur le duc de Beaufremont qui était détenteur du chœur en tant que président du Mémorial de France à Saint-Denis et je dois dire que tout de suite le courant est passé parce que le duc de Beaufremont est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans l'industrie chimique, donc il était très, très attentif à tout ce qui est progrès technique, progrès scientifique et tout de suite il a très vite compris l'intérêt de cette démarche génétique couplée à une enquête historique, bien sûr, parce qu'il fallait faire aussi une enquête historique sur l'histoire de ce chœur, sur le parcours, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la traçabilité, en termes un peu savants et un petit peu barbares, savoir si ce chœur était bien celui qui, en 1795, avait été soustrait, comme dit le docteur Pelletan, sur le corps de l'enfant du Temple. Donc il y avait une enquête historique à mener et des analyses génétiques. Et l'ensemble de ces deux facteurs, de ces deux résultats, de ces deux enquêtes ont permis d'arriver à la conclusion aujourd'hui que à 100%, autant qu'on peut avoir une assurance absolue en histoire, eh bien, c'est bien Louis XVII qui est mort au Temple et c'est bien son cœur que nous avons déposé il y a quelques mois maintenant dans la crypte de Saint-Denis. Les chœurs des enfants royaux, des princes d'une manière générale et des rois sous l'Ancien Régime et jusqu'en 1789 et même sous la Restauration, puisque le chœur de Louis XVIII subira le même traitement, eh bien ces chœurs étaient embaumés, c'est-à-dire qu'ils subissaient une sorte de traitement, je dirais, presque religieux, qui était un peu inspiré des embaumements égyptiens, puisqu'on les ouvrait, on les remplissait d'aromates, on les entourait de bandelettes à la manière d'une petite momie égyptienne. Donc les chœurs royaux ou princiers n'avaient pas du tout le même aspect que ce chœur de Louis XVII, qui lui a été simplement volé, je dirais, soustrait par le chirurgien qui a fait l'autopsie, qui l'a conservé comme un document, enfin comme une curiosité anatomique. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de le déposer dans de l'alcool, de le laisser ensuite dessécher à l'air libre, sans aucun autre traitement, d'embaumement, ni quoi que ce soit. C'est simplement un cœur qui a été conservé dans l'alcool et qui ensuite s'est durci à l'air et qui a donc n'a rien à voir avec les chœurs princiers que l'on peut trouver dans les églises ou dans les nécropoles d'Europe. Alors pour le chœur du frère aîné qui a disparu avec la Révolution, enfin juste après la Révolution, il y a des éléments d'enquête nouveaux que j'ai découverts récemment, puisque faisant des recherches aux Archives nationales, j'ai trouvé dans les papiers de l'argenterie et des menus plaisirs du roi pour les comptes de 1789, eh bien, toutes les factures qui ont été réglées pour les obsèques de ce premier dauphin, donc en juin 1789. Et parmi ces factures, eh bien, on a une facture des apothicaires du roi. Il y avait 4 apothicaires du roi qui ont touché la somme de 600 livres pour l'embaumement du premier dauphin, donc de Louis-Joseph, qui était donc le frère aîné de Louis XVII. Donc on a bien la preuve documentaire, la preuve archivistique que, comme tous les princes avant lui, eh bien, ce dernier dauphin, mort
alors que l'Ancien Régime est encore florissant, puisqu'on est en juin, début juin 1789, la Révolution n'a pas encore vraiment éclaté, eh bien, il a été lui aussi embaumé comme tous les chœurs royaux avant d'être déposé au Val-de-Grâce. On a également dans ces papiers, dans ces archives, le prix de la boîte de vermeil et de plomb dans laquelle le chœur a été enfermé, comme les autres chœurs, comme le chœur de Louis XIII ou le chœur de Louis XIV, que l'on conserve encore à Saint-Denis. On a encore la boîte avec le chœur intact de Louis XIII, entouré de ses bandelettes, et quelques fragments du chœur de Louis XIV dans une autre boîte en forme de chœur. Donc, si vous voulez, il n'y a aucune possibilité de confondre, même si à un moment ou à un autre de leur histoire, les chœurs des deux frères avaient été mis en contact, ce qu'on n'a pas du tout d'ailleurs, on n'a absolument pas de traces archivistiques montrant que ces deux chœurs auraient pu être en contact l'un avec l'autre, mais en admettant même que ces deux chœurs aient pu être dans le même lieu à un certain moment, eh bien, il n'y avait aucune possibilité de les confondre parce qu'ils n'avaient pas été traités, ils n'avaient pas été conservés du tout de la même manière. Plus grand-chose aujourd'hui grâce aux fouilles de Michel Fleury. Je rappellerai qu'en fait, l'enfant a été inhumé effectivement au cimetière Sainte-Marguerite, qui était le cimetière qu'on avait choisi après le prélèvement de son corps au Temple. Cimetière Sainte-Marguerite qui n'existe plus. Hein. Aujourd'hui, c'est une annexe, en fait, un territoire un peu multifonction de l'église Sainte-Marguerite dans le 11e arrondissement. Et à la suite de témoignages qui étaient en fait qu'on trouvait, on a fait des fouilles archéologiques au 19e siècle et on a trouvé à un endroit qu'avait indiqué la veuve du fossoyeur et ensuite sa famille, un corps d'enfant, mais un enfant qui était manifestement, d'après les ossements, un peu plus grand qu'un enfant de 10 ans qui était l'âge de Louis XVII à sa mort. Donc tout ça en fait a été vu et bien vu par Michel Fleury, le grand archéologue qui, dirigeant la commission du Vieux-Paris, a fait faire de nouvelles fouilles et a montré très précisément, grâce à des études également dans les archives, avec d'autres collègues historiens, que tout ce témoignage de la restauration de cette famille du fossoyeur était complètement faux, et qu'en réalité, évidemment, si on avait trouvé un corps plus grand, c'est que comme on avait fouillé dans un endroit qui n'avait pas d'intérêt historique, on était tombé par hasard sur le corps d'un adolescent. Donc aujourd'hui, toute la piste de Sainte-Marguerite s'est éteinte, et on ne fera plus jamais de fouilles parce que le lieu a été trop bouleversé. Alors c'est une question en débat et d'une certaine manière très passionnante pour ce que représente l'État, la légitimité, où est le pouvoir, puisque effectivement, à la mort de Louis XVI, donc le 21 janvier 1793, évidemment, pour tous les royalistes français, qui étaient quand même encore très nombreux à ce moment-là, c'était même la majorité des Français, de facto, le fils du roi survivant devenait Louis XVII. Il est intéressant aussi que les cours étrangères aient reconnu l'enfant comme roi et comme chef d'État, y compris même la République des États-Unis d'Amérique, qui avait été, vous le savez, tant aidée par Louis XVI. Donc, le petit garçon a porté ce titre de Louis XVII dans les représentations diplomatiques et dans le cœur des Français qui étaient restés attachés à l'ancien système politique, bouleversé bien malencontreusement à la Révolution. Évidemment, pour les révolutionnaires, c'est l'enfant du Temple, c'est le petit Capet, et on voit là, dans les deux terminologies, si vous voulez, à quel point on a affaire à deux conceptions de l'État. Une conception de la continuité de l'État que matérialise Louis XVII, qui ensuite, à sa propre mort, passe la couronne à son oncle, Louis XVIII, et puis ceux qui croient au contraire que la Révolution est le gouvernement légitime et que donc il ne peut plus y avoir de Louis XVII à partir de la proclamation de la République. D'ailleurs, un député de la Haute-Garonne qui s'appelait Jean Maille a tout de suite compris le problème, puisque le 7 novembre 1792 à la Convention, donc avant que le roi soit jugé et tué, déclare à ses collègues: nous n'avons pas encore parlé de l'enfant. Louis-Charles n'est pas encore coupable, ose-t-il dire. Non, c'est un enfant qui a 7 ans et demi. Mais vous aurez à balancer ses destinées avec celles de la République. Autrement dit, il faudra bien choisir à un moment ou à un autre entre la République et l'enfant. À ceci, des historiens qui seraient bien avisés de regarder de près le déroulement de la Révolution française peuvent faire deux observations. La première observation, c'est qu'évidemment, la monarchie a été renversé le 10 août 1792 par ce que l'on appellerait aujourd'hui, dans le vocabulaire de la science politique, un coup d'État organisé militairement par une fraction de la population. C'est comme si aujourd'hui on prenait le palais de l'Élysée pour renverser le président de la République. On a renversé l'exécutif dans un régime constitutionnel, qui était déjà donc une monarchie rénovée, acceptée par les Français. Deuxième événement très important,
c'est un coup d'État parlementaire, là pour le coup, qui est la proclamation de la République le 21 septembre 1792. On sait peu, en effet, que cette proclamation est nulle et non avenue, puisque les élections n'étaient pas terminées et qu'il n'y avait même pas la moitié des députés dans la salle de la Convention le jour de ce vote, le 21 septembre. Autrement dit, là aussi, problème de légitimité. Quelle est la valeur d'une élection qui n'est pas terminée et de la volonté d'une partie des députés d'une assemblée face à un système qui se prétend parlementaire et issu du peuple souverain? Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'utilisation du terme de Louis XVII n'est pas du tout abusive et elle renvoie à une véritable réalité historique. Ma famille et moi-même, évidemment, étions tous présents à Saint-Denis ce jour-là pour cet événement important. Après 200 ans d'errance, Louis XVII, Louis, retrouve ses parents, retrouve sa place. Quand je me suis rendu dans le bureau de M. Roch-Olivier Maistre pour lui en faire la requête, conseiller culturel auprès de M. Chirac, je crois qu'il m'a entendu. Je crois qu'il a bien compris et fait suivre le message. À partir du moment où il était établi que la relique qu'on désignait depuis près de 2 siècles comme étant le cœur de Louis XVII était effectivement le cœur de Louis XVII, plus rien ne s'opposait à ce que cette relique soit placée auprès des restes de ses parents et qu'ainsi soit manifestée aux yeux de tous ceux qui aiment l'histoire de notre pays, la continuité de cette histoire, l'unité de cette histoire. Je suis très attaché, dans le respect naturellement de la République, à ce que nous prenions tous en compte à chacun des moments de notre histoire que nous sommes les dépositaires de la totalité de cette histoire. Nous sommes les uns et les autres les enfants de la Révolution, certes, mais également de l'Ancien Régime et de la Révolution. Et donc, toute cette histoire, il faut que nous sachions l'assumer à la fois dans ses faiblesses, dans ses drames parfois, et dans ses grandeurs, naturellement, également. L'abbaye de Saint-Denis, aujourd'hui cathédrale de Saint-Denis, et la nécropole des rois de France, de la famille des Capétiens, et à cet égard constitue un mémorial d'une vaste partie de l'histoire de notre pays. Je crois qu'on ne peut pas vivre de façon équilibrée dans le monde dans lequel on est si on ne comprend pas toute la dimension historique des choses, la dimension géographique d'ailleurs également. Je pense que l'espace et le temps déterminent très profondément les sociétés, le monde de façon générale. Donc c'est de l'intérêt de chacun de comprendre l'histoire. De surcroît, s'agissant de l'histoire, j'observe que dans nos sociétés qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus composites, de plus en plus constituées par des femmes et des hommes qui viennent d'horizons géographiques et d'horizons culturels très très divers, c'est l'impact des phénomènes d'immigration, il faut tous faire pour que ceux qui vivent dans un pays se sentent propriétaires, solidaires de la totalité de l'histoire de ce pays. Sinon, ils vivront toujours comme des étrangers dans ce pays. C'est en s'appropriant une histoire qu'on devient vraiment le citoyen d'un pays, le citoyen d'une nation. Je crois que c'est là aussi un acte de responsabilité que de ne pas mythifier l'histoire. L'histoire, il faut savoir la prendre en charge et en compte dans la totalité de ses aspects. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir la prendre en compte de façon critique, en n'ignorant rien de ses noirceurs et en n'oubliant rien de ses grandeurs. C'est de cette façon, je crois, qu'on assume totalement l'histoire. L'image d'une triste existence qui finalement arrive à un moment très inopportun pour elle de l'histoire, où tout ce qui soutenait son existence s'effondre. C'est également le destin muet finalement d'un enfant abusé, dont la fragilité, dont l'innocence est abusée par des gardiens un peu délicats, par des hommes peu scrupuleux. Aujourd'hui, alors qu'on s'émeut beaucoup des persécutions ou des outrages que peuvent subir des enfants ou des jeunes, je crois qu'il y a
dans le destin du dauphin, du fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, une sorte de prototype de l'enfance persécutée, de l'enfance malheureuse. C'est un triste destin que cet enfant, exposé à des circonstances historiques qui le dépassaient, et à l'égard desquelles il était totalement innocent, mais dont il a été la victime, séparé dans des conditions très dures, affectivement très dures, de ses parents, obligé dans des conditions ignobles de témoigner contre sa mère, exposé à des privations et à des sévices, et enfin meurt dans des conditions de total dénuement. Du point de vue du prêtre qui est le mien, c'était une liturgie que nous appelons maintenant une liturgie de grand rassemblement. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent d'une messe de semaine, d'une messe du dimanche, et qu'un grand nombre de personnes viendraient et sans aucun doute ne pourraient pas tous entrer dans la cathédrale. J'ai tout de suite vu que le duc de Beaufremont, M. Jacques-Charles Gaffiot, avait bien l'intention que cela se passe dans un climat de prière. C'était d'abord une prière. Alors nous avons réfléchi ensemble et nous avons décidé que cette célébration serait un acte de mémoire et serait un temps de prière pour accompagner les restes d'un homme qui avait eu une courte vie, mais une courte vie dont les dernières années ont été marquées par la souffrance, par les tourmentes qui habitaient ce moment de l'histoire de France. Et qu'il fallait présenter à la fois ces années-là, cet enfant, à Dieu, et ce que cela pouvait aujourd'hui produire sur nous-mêmes, dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui sont attachés à ce souvenir. C'est pourquoi finalement nous avons décidé de prendre la messe du Sacré-Cœur de Jésus, c'est-à-dire cette messe qui célèbre le Christ, dont le cœur s'ouvre sur la croix. Le cœur, c'est le symbole de tendresse, c'est le symbole d'amour, puis la croix, c'est bien sûr le symbole de souffrance. Donc nous avons orienté cette célébration de cette manière-là, quant au fond. Quant à la forme, si j'ose dire, donc quant aux événements liturgiques, eh bien, nous avons collaboré, non seulement avec Jacques-Charles Gaffiot, avec le duc de Beaufremont, mais avec ceux qui l'entourent, pour que cette réalisation soit la meilleure possible, que tous puissent participer là où ils sont, en étant respectés dans ce qu'ils sont, famille, amis, dignitaires, représentants de l'État éventuellement. Alors c'est un événement dont il est difficile pour moi de mesurer la portée. D'abord parce que je suis toujours attaché à respecter ce qui se passe dans les cœurs des hommes, des femmes, des enfants qui étaient là. Bon, je pense au prince Amaury qui a porté le cœur accompagné du duc de Beaufremont. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé dans son cœur, j'imagine que c'est important. Puis il y a ceux qui étaient derrière les barrières dehors, que j'ai tenu à saluer dès le début de la célébration. Il y a aussi des représentants de l'État qui étaient là, cachés, pas plus tard que ce matin. Il y en a un qui m'en a parlé et qui était finalement sur la place et qui a fini par rentrer à l'intérieur de la cathédrale. Donc je crois que ça fait bouger des choses. D'abord parce que ça a permis des rencontres. C'est pas rien que des représentants de la mairie de Saint-Denis, que la préfecture de la République, que le Mémorial de France, qu'un prince de Bourbon de Parme se mettent autour de la même table pour construire quelque chose ensemble. C'est peut-être ça que je retiendrai, et des mots comme le mot de réconciliation. Je pense qu'il y a besoin de retisser les liens de notre histoire. La Révolution, pour certains, est un traumatisme, pour certains est une libération. Je parle de la Révolution française. C'est ni tout l'un ni tout l'autre. Et moi, j'ai toujours été frappé comment enfant, plus ou moins, avant la Révolution, c'était la préhistoire, et après la Révolution, c'est l'histoire. C'est évidemment faux. Et je crois qu'un acte comme celui que nous avons pu poser aide à comprendre que l'histoire est plus longue et plus patiente, peut-être, que
que ça ne puisse paraître ou bien que certaines idéologies veulent nous le faire comprendre. Nous appartenons à une époque qui, très curieusement, en se revendiquant de l'histoire, la détruit en la travestissant. On ne manque pas de célébrations, l'on va de centenaire en centenaire, de centenaire en bicentenaire, en tricentenaire, mais chaque fois que l'on nous montre ces événements, on voit bien que les organisateurs ont souvent soin de les travestir, de les changer, je dirais même de les actualiser à tel point qu'on se demande si ce n'est pas notre actualité que l'on célèbre dans un événement passé, comme si notre actualité allait instruire l'événement passé plutôt que le contraire. Dans ces périodes, il est plus que jamais nécessaire que l'on puisse dire « nous avons une histoire vivante », que cette histoire vivante, elle parle encore, elle instruit encore, et qu'elle enrichit ceux qui veulent bien réfléchir avec elle pour pouvoir construire un demain. Alors oui, je souhaite que ce grain de blé ait germé, je souhaite que déjà une tige sorte de terre, mais je ne doute pas que chaque fois que l'on célèbre avec vérité un événement passé, le blé germe déjà. Et il nous appartient à nous de faire sans cesse ce rappel, de faire sans cesse germer, si l'on peut ainsi parler, l'événement passé. Et si nous ne faisions que ça, eh bien, nous aurions fait déjà beaucoup pour l'avenir de la nation et de l'humanité en général. Oh, il est évident que, pour moi, l'instant le plus déterminant, c'est quand j'ai fait l'oraison funèbre. J'ai été pris d'une émotion si forte que je n'ai pas exactement dit ce que j'avais prévu de dire. D'abord, j'en ai changé la forme. La première forme, celle que j'avais pensée, était plus conventionnelle. Et là, il me semblait hors de propos de m'adresser à qui que ce fût, que tout le monde était là et personne, mais surtout que tout le monde était là pareillement, au même niveau, même si certains étaient en bas et d'autres étaient en haut, même si certains étaient proches et d'autres étaient lointains, c'étaient les mêmes. C'était à Louis XVII qu'il fallait parler, puisque c'était lui, somme toute, qui faisait cette curieuse unité que l'on trouvait à Saint-Denis et cette profonde impression d'être beaucoup, très au-delà des murs de la basilique. Alors évidemment que ce que j'ai dit, je l'avais bien sûr préparé, que le Saint-Esprit ne m'a pas tout à coup inspiré pour me faire dire des choses que je n'avais pas envisagé de dire. J'ai dit très exactement ce que j'avais envisagé de dire, mais transformé par une telle émotion que c'était à lui que je parlais, même si c'était les autres qui entendaient. Là, je n'ai plus vu personne, je n'ai plus entendu personne, je n'ai plus rien remarqué, et je pense que l'émotion, c'est ça. Bien, elle suscite chez moi trois réflexions en fait. D'abord une réflexion d'historien, de scientifique, devant la résolution d'une grande énigme. Ensuite, évidemment, comme chrétien, la joie de voir un enfant enterré décemment avec une très belle cérémonie. Je crois, il faut le dire aussi, on était là dans le génie du christianisme de Chateaubriand. Il y a eu vraiment un grand moment dans cette basilique Saint-Denis. Et puis, comme père, peut-être plus personnellement, évidemment, une grande émotion à cause de la souffrance de cet enfant et de ce qu'il a pu vivre. Et je crois que personne ne peut rester indifférent à cette souffrance. C'est enfin la reconnaissance officielle par les autorités de la République, en l'occurrence le ministre de la Culture, qui a donné son autorisation à cette inhumation. C'est un peu la parenthèse de 2 siècles de révolution qui se ferme, parce qu'on disait toujours que les Français ne s'étaient jamais guéris d'avoir coupé la tête de Louis XVI, que c'était toujours une faute, une tâche, peut-être quelque chose qui restait sur la conscience nationale. Et je dirais qu'en reconnaissant la mort de Louis XVII, qui est vraiment la victime innocente par excellence, c'est un peu la France qui fait son deuil des erreurs de la Révolution.
et qui peut-être va vous pouvoir maintenant se réconcilier avec elle-même, se réconcilier avec son histoire. Des moments émouvants, pour moi, il y en a eu beaucoup. Ce serait difficile de les citer tous, car ça a été 48 heures impressionnants et de grandes récompenses. Mais je pense qu'en tant que père de famille, quand le duc a remis l'urne et le cœur de Louis XVII à mon fils, Amaury, qui a remonté lentement l'allée pour remettre le cœur de Louis XVII au clergé, cette belle image d'un enfant qui accompagne à travers ce cœur un autre enfant dans sa dernière demeure auprès de ses parents, je crois que ça a été pour moi le moment fort de cet événement. La science, l'histoire lui ont rendu justice, lui ont rendu ont rendu à ses restes leur identité, et en revenant, enfin reposer auprès de ses parents à Saint-Denis, c'est cette triste existence qui se conclut de façon digne. Il aura fallu 2 siècles pour y arriver, mais je crois que c'est une bonne conclusion de cette histoire. C'est une conclusion pénible, en tout cas qui honore tous ceux qui ont pris part à cette initiative. Bien, au risque de vous surprendre, le moment peut-être le plus émouvant pour moi, c'est après, grâce à l'enregistrement audiovisuel. C'est le moment où j'ai vu les prêtres porter la communion sur la place devant la cathédrale. Donc moi, évidemment, j'étais à l'intérieur à ce moment-là, et où j'ai vu le recueillement de ces personnes qui étaient à l'extérieur. C'était pas gagné d'avance qu'à l'extérieur on ait une atmosphère religieuse, parce qu'il y avait aussi des curieux. J'ai ensuite entendu aussi des habitants de Saint-Denis qui ont été fiers d'être présents ici, que l'on parle de leur ville d'une autre manière que l'on en parle habituellement. Mais je crois que pour moi c'était le moment qui m'a le plus ému, peut-être parce que c'est ce à quoi j'étais le plus attaché, c'est que même les plus loin puissent participer à la prière. Finalement, c'est l'Assemblée qui m'a le plus marqué. Ça fera partie des heures de l'histoire de France, sans compter que non seulement la cérémonie fut triple, mais elle fut triple dans sa manière d'être. Saint-Germain-l'Auxerrois était une cérémonie bouleversante parce qu'elle était extrêmement populaire. Il y avait à Saint-Germain-l'Auxerrois une sorte de cohésion de cette espèce de foule disparate qui était étonnante. C'était un style. La messe de Saint-Denis le matin était effectivement grandiose à bien des égards, par les personnalités qui étaient là, par le cardinal qui présidait, par le clergé qui se pressait dans le chœur. C'était une cérémonie de majesté. Celle de l'après-midi, enfin vue de chez moi, celle de l'après-midi avait quelque chose à la fois de public et d'intime, avait quelque chose de tumultueux et d'extrêmement silencieux. Là, il y avait un moment si particulier, alors que la cérémonie en elle-même était d'une simplicité que même la Bible n'aurait pas admise. Il y avait là quelque chose de grandiose, en même temps que de simplissime. Et je suis persuadé qu'un grand moment, c'est cela. J'aimerais profiter de cette interview pour faire mes remerciements. Tout d'abord au Duc, qui depuis 1975 soutient cette thèse et a mené tout cela admirablement, mais tous les autres. Et je penserai à la famille Massimo, qui a offert le chœur au Mémorial de France, à M. Salvant, qui l'a ramené en France, à M. Delorme, qui a proposé cette étude ADN en l'an 2000 et qui a finalement mis un point d'arrêt sur toutes ces thèses et toutes ces théories à propos de Louis XVII, et également le gouvernement pour nous avoir donné les autorisations, tout particulièrement Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Jean-Jacques Ayagon, tous les bénévoles
qui, tout au long de ces mois, de ces semaines, de ces journées, ont été présents. Et enfin, tous les Français qui, par leur soutien et leur mécénat, ont permis de faire cet événement, et aussi à tous les autres qui étaient là avec nous le 8 juin pour nous permettre de donner le panache que méritait cet événement et que méritait Louis XVII en ce jour de libération pour lui et de réconciliation avec les Français. À vous tous, je tiens à vous dire merci.